d'une alliance nord-sud-coréenne en Afrique, passant par un footballeur africain mieux payé au monde, tout en passant par l'expulsion de toute une race d'un pays africain, laisse-moi te montrer 10 choses que tu ne sais pas sur l'Afrique. On commence après mon intro. Edith Bongo, femme du défunt président gabonais Omar Bongo, décédée en 2009, à seulement 3 mois avant son mari, était la fille du président actuel congolais Sassou Nguesso. Elle n'était nulle autre que la première fille du président Sassou Nguesso. N'oubliez pas, l'ex-président gabonais, le défunt Omar Bongo, était l'aîné de Sassou Nguesso de 8 ans. Incroyable, ton genre est ton aîné de 8 ans. Ceuta et Melilla sont deux villes d'Espagne situées au nord du territoire marocain. 1415, Ceuta était l'un des principaux ports économiques et stratégiques du monde islamique contrôlé par les Berbères et aussi par les Arabes. La même année, elle est conquise par les Portugais et c'est la fin du règne arabe. 1580, le Portugal et l'Espagne se sont unis dans une dynastie commune appelée Union ibérique. Ceuta est également posée sous la domination espagnole. En 1640, après la dissolution de l'Union, l'Espagne garde Ceuta. En 1497, la Castille conquiert Melilla sous le mandat du roi Ferdinand II de Aragon et de la reine Isabella de Castilla. En 1656, le Maroc obtient son indépendance. Toutefois, l'Espagne refuse de céder Ceuta et Melilla, sous prétexte qu'elles étaient déjà espagnoles avant la colonisation du Maroc en 1912 par la France. En 1978, l'Espagne reconnaît Ceuta et Melilla comme partie intégrante de l'Espagne. Il leur permet de s'auto-proclamer ville autonome d'Espagne. Ce sont les seuls territoires dans le territoire africain qui n'appartiennent pas au territoire africain. En 2011, Samuel Eto'o quitte l'AC Milan pour le club russe-tandis Makachkala pour un contrat de 3 ans à raison d'un salaire de 20,5 millions d'euros par an. Vous allez sûrement sous-estimer ce salaire, vu le salaire actuel de Mbappé au PSG, le salaire de Cristiano Ronaldo à Manchester United ou même de Messi. Mais laissez-moi vous dire, à l'époque, Eto'o, autant pour moi, était le footballeur le mieux payé au monde. Devant Wayne Rooney qui touchait 13,2 millions d'euros à Manchester United et Cristiano Ronaldo qui touchait 13 millions d'euros au Real Madrid. C'est la toute première fois dans l'histoire qu'un footballeur africain soit le mieux payé au monde. La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro est non seulement l'un des plus grands édifices religieux au monde, mais le plus haut édifice chrétien devant Notre-Dame de Paris ou même la basilique Saint-Pierre de Rome. Elle a été construite par la volonté du tout premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, en 1983. Les constructions ont commencé en 1986 et se sont terminées en 1989. Le coût total des travaux a été estimé à plus de 122 millions d'euros. Ce qui n'a pas manqué à créer des politiques chez les Ivoiriens, vu que ça coûtait 6% du PIB de la Côte d'Ivoire à l'époque. Mais tous les Ivoiriens furent stupéfaits lorsque le président Houphouët-Boigny déclara que le coût total de la construction a été financé sur sa fortune personnelle. Incroyable! Incroyable! Le pape Jean-Paul II a lui-même consacré la basilique le 10 septembre 1990. Ça devient de plus en plus fréquent de voir des coups d'État en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier, avec déjà 2 coups d'État enregistrés cette année seulement au Burkina Faso, sans compter en Guinée-Conakry, au Mali et au Niger. Mais figurez-vous qu'entre 1960 et 2000, seulement en Afrique, plus de 60 coups d'État ont été enregistrés. Et je ne parle que de ceux qui ont réussi, sans compter les tentatives qui ont échoué. Avec environ 30 coups d'État en Afrique de l'Ouest, 19 coups d'État en Afrique orientale, avec plus de 30 coups d'État seulement en Afrique de l'Ouest, principalement au Nigeria, au Ghana et au Burkina Faso, aux Comores, en Ouganda, plus de 12 coups d'État en Afrique centrale et environ 4 au Maghreb. Les plus célèbres coups d'État
furent les coups d'État de Kadhafi en Libye, le coup d'État de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Du 8 juin au 8 juin 1990, c'est la Coupe du monde de football en Italie. La poule B, constituée de la Roumanie, l'Argentine, du Cameroun et de l'Union soviétique, verra à sa tête le Cameroun après avoir battu l'Argentine 1-0, la Roumanie 2-1 et après s'être fait écraser par l'Union soviétique 4-0, il verra le Cameroun à sa tête qui battra la Colombie au huitième de finale avant d'être écrasé face à l'Angleterre au quart de finale. C'est la toute première fois qu'une nation africaine a gravi autant d'échelons à la Coupe du monde. D'ailleurs, le 29 juin 2003, les Lions indomptables du Cameroun disputeront, autant pour moi, la finale de la Coupe des Confédérations face à la France, qu'ils perdront 1-0 après avoir battu la Colombie en demi-finale 1-0. C'est la toute première fois qu'une nation africaine atteint la finale de la Coupe des Confédérations jusqu'à aujourd'hui. George Weah est né le 1er octobre 1966 à Monrovia au Libéria. Il grandit dans une famille pauvre où il est durement élevé par sa grand-mère dans un bidonville de la ville. Il commence sa jeune carrière de footballeur aux Young Survivors, puis au Bongwesh Company, avant de rejoindre le Mighty Barrows, puis l'Invincible Eleven par la suite, les deux plus grands clubs du pays. Il rejoindra par la suite le club camerounais de Tonnerre de Yaoundé, où il rencontrera Claude Roy, entraîneur au Cameroun à l'époque, qui le mettra en contact avec l'AS Monaco. Août 1988, George Weah joue son premier match sous les couleurs de l'AS Monaco. Il parviendra à rendre son club champion de France en 1991 face à l'Olympique de Marseille. Été 1988, George Weah rejoint le PSG où il marquera 55 buts en 138 matchs. C'est tout simplement extraordinaire. En 1995, il remporte le Ballon d'Or sous les couleurs de l'AC Milan et c'est le seul footballeur africain jusqu'à ce jour à avoir ce titre. Il jouera pour beaucoup d'autres clubs européens tels que Manchester City, Chelsea ou même l'Olympique de Marseille. 2005, George Weah a pris sa retraite sportive et se lance en politique. Il lancera sa campagne présidentielle pour l'élection 2005 au Libéria sous le Parti du Congrès pour le changement démocratique. Il sera critiqué pour son manque d'expérience politique et perdra les élections le 8 novembre avec 40,4% des voix au second tour face à Ellen Johnson, qui sera d'ailleurs la toute première femme chef d'État en Afrique. Il perdra aussi les élections de 2011, qui lui promettait le poste de vice-président aux côtés de Winston Tubman, face à la réélection d'Ellen Johnson. Élection présidentielle 2017. George Weah n'a pas baissé les bras. Il est bien décidé à être le président du Libéria et son dur labeur portera ses fruits. Il est élu président de la République du Libéria avec 61,5% des voix au second tour face à Joseph Boakai, vice-président sortant. Les années 1890, le Kenya et l'Ouganda sont des colonies britanniques. La Grande-Bretagne fait venir plus de 40 000 Asiatiques du Pakistan, d'Inde, du Sri Lanka et du Bangladesh au Kenya pour la construction du chemin de fer entre Mombasa au Kenya et Kampala en Ouganda. Environ 6 000 d'entre eux s'installeront définitivement en Ouganda avec leur famille à la fin des travaux. À la fin des années 1960, l'Ouganda compte environ 10 millions d'habitants, dont 80 000 Asiatiques, soit 0,8% de la population. Malgré leur minorité, les Asiatiques possèdent l'économie du pays et font tourner le commerce en général. En août 1972, Idi Amin Dada, dictateur sanguinaire, leader de l'Ouganda, les accuse de siphonner l'économie du pays et les somme de quitter le pays
avant le 8 novembre de la même année. Quiconque se trouvera sur le territoire ougandais après la date du 8 novembre sera capturé et amené dans des camps de concentration par l'armée. Outre ceux qui signeront la nationalité ougandaise, la population asiatique d'Ouganda se réfugiera au Canada, en Inde, aux États-Unis, au Bangladesh, fuyant la cruauté d'Idi Amin Dada. Et c'est ainsi que l'Ouganda aurait pu être l'Afrique du Sud aujourd'hui. Janvier 2010, c'est la Coupe d'Afrique des Nations en Angola qui sera remportée par l'Égypte. Le 8 janvier 2010, l'équipe de Togo, quittant le Congo pour se rendre à Cabinda, dans l'enclave de Cabinda, est attaquée à la mitraillette par le Front de libération de l'enclave de Cabinda, à la frontière entre le Congo et l'Angola. L'attaque a lieu 2 jours avant l'ouverture de la compétition et le Togo devait jouer son premier match 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 11 face au Ghana. D'après le porte-parole du FLEC, Front de libération de l'enclave de Cabinda, exilé à Paris, l'attaque ne visait pas les footballeurs togolais, mais plutôt les forces angolaises à l'avant du bus. L'attaque fera au total 9 blessés et 3 morts, parmi lesquels Amélie Théobalo, entraîneur adjoint de l'équipe nationale togolaise, Stanislas Oklo, commentateur sportif et journaliste pour la télévision togolaise, et Mario Adjoa, chauffeur angolais qui était chargé de conduire les footballeurs togolais. Les 2 premiers mourront le lendemain de l'attaque, tandis que Mario mourra le même jour. L'équipe du Togo appelle au boycott de la compétition et se retirera 1 jour plus tard. Ce qui entraînera que la poule B sera constituée de 3 équipes, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Burkina Faso. Cette attaque a même failli compromettre l'organisation de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, qui s'est déroulée du 11 juin au 11 juillet. En 1978, la guerre civile commence en Somalie avec l'éclatement des guerres tribales contre le président en exercice Siad Barre. Barre instaure un climat de terreur dans les tribus jugées menaçantes. Après plusieurs troubles et émeutes, le pays n'est pas mal en ruine et tout le monde est habitué à l'instabilité du pays. Mais toutefois, en 1991, les choses tourneront au vinaigre. Les rebelles somaliens, contestant le régime du président Barre, entrent dans l'Mogadiscio et affrontent les forces gouvernementales tout en attaquant les représentations diplomatiques étrangères. Plusieurs ambassades sont pillées. C'est le cas de l'ambassade de Chine et l'ambassade de Corée du Nord. Mais il n'y a plus d'endroit où se protéger avec le membre de son personnel et de leur famille. Kim Jong-soo, ambassadeur de Corée du Nord en Somalie, décide de prendre l'ultime décision de demander refuge à l'ambassade de Corée du Sud. Ce dernier n'est pas sur un bon pied d'entente avec Kang Seng-chun, ambassadeur de Corée du Sud en Somalie, car à l'époque, il a précisé que la Corée du Sud n'est pas encore membre de l'ONU. L'ambassadeur Kang se bat à convaincre le président Barre de voter en la faveur de l'adhésion de la Corée du Sud à l'ONU. Or, l'ambassadeur Kim se bat à lui mettre l'épine dans le pied. Pourquoi l'ambassadeur de Corée du Nord décide de se réfugier à l'ambassade de Corée du Sud? Tout simplement parce que l'ambassade de Corée du Sud est l'une des rares ambassades encore non pliées à l'époque, tout simplement parce qu'elle est sous protection policière. Vu les circonstances, l'ambassadeur Kang Shin-soo décide de donner refuge à l'ambassadeur Kim Jong-soo. Dès le lendemain, après avoir constaté que la protection policière a déserté, les 2 ambassadeurs décident de s'unir main dans la main afin d'échapper au massacre qui se passe dans la ville, tout en se réfugiant à l'ambassade d'Italie, l'une des seules ambassades lourdement protégées par l'armée italienne. Les 2 ambassadeurs se réfugieront au Kenya en y arrivant grâce à un avion militaire italien qui les déposera à l'aéroport de Mombasa, où ils seront accueillis respectivement par leur représentation basée au Kenya. C'est la toute première fois dans l'histoire qu'il y a coopération entre Nord et Sud-Coréens depuis la division de la Corée, malgré bien que cette histoire restera top secrète. L'histoire sera reconstituée par Ryu Sung-wan dans son film Escape from Mogadiscio, sorti en juillet 2021, malgré que dans le film, certaines scènes ont été erronées. Bon, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Dis-moi quel élément
t'a le plus marqué dans cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification, laisse-moi un commentaire. C'était Vivien, salut!